Bonjour et bienvenue à la leçon sur les systèmes de gestion de programmes et programmes VIH-IST efficaces pour HSH fondés sur le chapitre 6 de la boîte à outils de mise en œuvre HSH ou MSMIT, un outil fournissant des conseils pratiques sur la mise en œuvre de programmes complets de lutte contre le VIH et les IST destinés aux homosexuels, bisexuels et autres hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes. Cette formation vous est dispensée par le MSMGF, le Forum mondial sur les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes et le VIH. Cette leçon, intitulée Planification et mise en œuvre de services complets de santé sexuelle pour HSH partie 1, est la première de deux parties. Toutes deux présentent les étapes à suivre pour la planification et la mise en œuvre de services complets de lutte contre le VIH et les IST pour HSH. Commençons par survoler le chapitre Système de gestion de programmes et programmes VIH-IST efficaces pour HSH qui vous propose des conseils pratiques et complets sur les sujets suivants. Présentation de la gestion des programmes VIH-IST auprès des HSH et défis communs. Étapes de planification et de mise en œuvre de programmes VIH et IST efficaces pour HSH. Renforcement de la capacité des organisations de HSH. Programmation dans des conditions difficiles et ou dangereuses. Cette leçon se concentre sur les étapes de planification et de mise en œuvre de programmes VIH et IST efficaces pour HSH. Après avoir terminé cette leçon, vous devriez comprendre 1. Les niveaux de mise en œuvre des programmes. 2. La manière dont les programmes et normes peuvent être définis. 3. Les étapes permettant d'établir un système de données pour la conception des programmes et la gestion au quotidien avec un aperçu des types de données à collecter. 4. Les exemples d'indicateurs de suivi et d'évaluation des programmes et 5. La planification d'une évaluation de programme utilisant 5 dimensions de qualité de santé. Commençons en gardant ces objectifs à l'esprit. Nous commencerons par une règle générale applicable à tout ce qui est couvert par la MSMIT. Travailler avec les communautés d'homosexuels, bisexuels et autres hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes dès le début de chaque processus est crucial pour la conception et la mise en œuvre de programmes efficaces. La création d'un programme adapté produisant des effets bénéfiques sur la santé publique exige une collaboration à différents niveaux entre les partenaires, scindés ici en 3 grandes catégories: centrale, intermédiaire et locale. Voici quelques exemples des niveaux et partenaires possibles. Les composantes d'un programme adapté sont reprises ici. Vous pouvez voir qu'il existe 3 grandes catégories liées à la conception, l'organisation et la mise en œuvre du programme. Ici, des activités spécifiques sont répertoriées pour chaque élément du programme. Dans chacune des situations présentées, c'est l'organisme ou l'institution de plus haut niveau qui dirige la planification des activités en collaboration avec les organismes ou organisations de niveau inférieur. Les homosexuels, bisexuels et autres hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes doivent être impliqués dans la planification à chaque étape intermédiaire. Bien que nous nous concentrions avant tout sur le niveau central de planification dans cette leçon, chaque niveau du programme est investi de différents rôles et responsabilités relevant de la gestion, de la supervision et du suivi. De nombreux éléments associés à des programmes adaptés sont applicables à d'autres types de programmes. Nous allons à présent aborder chaque élément de la liste plus en détail. Cette leçon couvre les 2 premières étapes, à savoir la conception et l'organisation du programme. La 3e étape, la mise en œuvre, sera l'objet de la leçon 3. Commençons par le premier élément d'un programme adapté, la conception. La conception du programme commence par la définition des normes du programme. Pour ce faire, il est indispensable d'énoncer et de comprendre clairement le cadre logique du programme, les interventions spécifiques qui seront effectuées et les normes de mise en œuvre escomptées. Cela permet d'apporter de la clarté ainsi que de suivre et d'évaluer le programme une fois qu'il a été lancé. Une méthode permettant d'articuler la conception du programme consiste à utiliser un modèle logique. Un modèle logique est un organigramme qui suit les intrants d'intervention, les produits, les résultats, ainsi que l'impact du programme. Voici un exemple d'une partie de modèle logique.
Il peut être utilisé pour suivre plusieurs parties de programme et en saisir la complexité. Vous trouverez en ligne davantage d'informations sur la manière de créer des modèles logiques. Outre la définition des paramètres du flux du programme, depuis les intrants de l'intervention jusqu'à son impact, il est également nécessaire de dresser une liste de normes du programme auxquelles il conviendra d'adhérer au cours de sa mise en œuvre. Celles-ci peuvent être réparties en normes techniques et en normes de gestion. Voici 2 listes de questions, une pour chaque type, susceptible d'aider une organisation à développer des normes de programme. Toutes ces normes doivent être adaptées pour répondre aux besoins propres au contexte de l'intervention. La deuxième étape de la conception du programme consiste à établir un système de données pour la gestion du programme. Il est indispensable de disposer d'un système de collecte systématique des données pour pouvoir évaluer la portée du programme et sa fidélité au concept original, c'est-à-dire le degré de fonctionnement d'un programme tel qu'il le devrait. Un bon système de suivi agrège et fusionne les informations provenant des travailleurs de terrain afin de permettre aux gestionnaires des différents niveaux de suivre les indicateurs du tableau de bord. Grâce à ce système, ils peuvent également consulter des rapports détaillés produits par les niveaux inférieurs. Voici une liste de caractéristiques d'un système de gestion bien défini. Par exemple, dans un système bien défini, l'unité de gestion centrale ou nationale doit être en mesure de consulter les données recueillies par les États, provinces et régions. Les gestionnaires des États, provinces et les organisations de mise en œuvre doivent être en mesure de consulter les données collectées par les intervenants de première ligne. Ce dispositif permet aux différents gestionnaires de déterminer les zones ou les sites de mise en œuvre qui présentent des résultats très atypiques et dont l'amélioration peut dépendre d'une attention accrue de la part des gestionnaires. La conception, le suivi et la gestion des programmes destinés aux HSH reposent sur 8 sources de données principales. Ces sources peuvent permettre de créer des indicateurs qui serviront de base à un système de suivi. Ces indicateurs mesurent les services, suivent leur utilisation et évaluent si un environnement est propice ou non à la prévention du VIH et des IST. Les 8 sources de données principales sont les suivantes. 1. Activités destinées spécifiquement à la collecte de données. 2. Données du programme collectées en dehors des contacts directs de routine avec les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes. 3. Données du programme collectées dans le cadre des contacts directs de routine avec les HSH. 4. Données administratives liées aux services, notamment les médicaments, les produits de consommation et les réorientations. 5. Évaluation qualitative. 6. Suivi de la qualité. 7. Données relatives aux dépenses et 8. Autres données externes. Nous examinerons chacune de ces sources en détail. Le premier type de données est issu des activités destinées spécifiquement à la collecte de données. Il est possible que des estimations de la taille de la population HSH soient disponibles. Il est toutefois préférable d'effectuer une évaluation indépendante de cette population à partir de données primaires si les méthodes précédemment utilisées sont douteuses ou si les estimations existantes sont anciennes. Cette approche permet de s'assurer que les données dont on dispose sont à jour et pertinentes. La méthode des multiplicateurs et la méthode de capture-recapture ont largement été utilisées pour estimer la taille des populations exposées à un risque d'infection par le VIH. Parmi les activités destinées spécifiquement à la collecte de données, citons la cartographie et les sondages randomisés. Comme toujours, il est indispensable de garantir la participation des communautés d'hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes dans cette estimation. Compte tenu de la forte stigmatisation subie par les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes, de la diversité de leurs identités et des disparités de visibilité des différentes sous-populations, la taille de certaines communautés peut être considérablement sous-estimée. Les estimations doivent donc être mises à jour régulièrement. Il peut par ailleurs s'avérer nécessaire d'effectuer une nouvelle cartographie si certains facteurs sociaux, politiques ou économiques entraînent des changements importants dans les populations d'hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes. Les estimations se feront plus précises une fois que le programme aura acquis de l'expérience et gagné la confiance des communautés.
Le deuxième type de données concerne les données collectées en dehors des contacts directs de routine avec les HSH. Il existe trois sous-types pour ces données. Premièrement, les informations relatives à l'infrastructure par type d'intervention, à la fois pour les services destinés aux HSH et les services destinés à la population générale utilisés par les HSH. Ces données peuvent être collectées par type d'intervention, par exemple changement de comportement, distribution de préservatifs, conseils et dépistage du VIH, thérapie antirétrovirale, services de santé sexuelle et services de soutien aux victimes de violences. Deuxièmement, les informations concernant le personnel du programme, indispensables pour suivre la prestation des services et les ressources humaines sur la zone géographique prédéterminée. Troisièmement, les données collectées au moment de l'adhésion des HSH au programme qui peuvent servir de base à la compréhension des besoins individuels et collectifs. Gardez à l'esprit que le suivi de l'infrastructure des services doit non seulement inclure la disponibilité des services, mais aussi déterminer s'ils sont respectueux des hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes pour garantir que ces derniers disposent de services accessibles et acceptables répondant à l'ensemble de leurs besoins. Le troisième type de données est tiré des contacts directs de routine avec les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes, idéalement au point de contact. Ces données sont indispensables pour suivre la couverture. Outre les données associées aux activités de sensibilisation habituelles, certaines données sont produites de manière plus irrégulière. Par exemple, les données relatives aux violences ou au respect des droits. Le suivi de ces événements est plus difficile à réaliser étant donné qu'ils ne sont pas réguliers et requièrent généralement une documentation supplémentaire. Il est recommandé de soumettre régulièrement des rapports, même en l'absence d'événements à rapporter, afin de déterminer si des statistiques basses reflètent un nombre réduit d'événements ou si elles découlent d'une carence d'informations. Un défi inhérent à la collecte de données relatives au nombre de HSH qui bénéficient des services est le haut degré de mobilité au sein des populations HSH. Voici quelques moyens de relever ces défis. En général, le coût de l'installation d'appareils électroniques de collecte des données dans tous les points de service, ainsi que de la mise en place et de l'alimentation d'une base de données centrale, rend impossible l'utilisation de cartes d'identité lisibles par un scanner pour la plupart des programmes. Le quatrième type de données se compose des données administratives relatives aux services, notamment les médicaments, les produits consommables et le nombre de réorientations. Les données administratives sont importantes pour assurer un approvisionnement régulier et continu en médicaments, en produits consommables et en produits de base pour servir d'indicateur de couverture en permettant d'effectuer un suivi de la consommation et de la distribution. Par exemple, le nombre de préservatifs distribués par rapport au manque estimé de préservatifs. Et pour corroborer les rapports médicaux, par exemple, les rapports sur les médicaments et les syndromes liés aux IST. Le cinquième type de données est tiré des évaluations qualitatives régulières des besoins des membres de la communauté. Cette évaluation sert à la planification initiale des interventions et, lorsqu'elle est régulière, elle permet de déterminer si la communication est comprise par les bénéficiaires, si la stigmatisation et la discrimination persistent et s'il existe des besoins insatisfaits auxquels le programme pourrait répondre. Elle peut également servir à approfondir et comprendre les réponses aux enquêtes quantitatives. Le sixième type de données se compose des données de suivi de la qualité. Le processus de définition des normes décrit précédemment est à la base du suivi de la qualité, dans la mesure où l'évaluation des services se fonde sur des normes précises, assurance qualité. Pour offrir une qualité de service optimale, il est indispensable de remédier à toute défaillance repérée, amélioration de la qualité. Le septième type de données se compose des données relatives aux dépenses du projet. Ces données permettent d'effectuer un suivi du statut financier du projet et de s'assurer que les paiements aux organisations de mise en œuvre sont effectués dans les délais requis afin d'éviter toute interruption des activités. Si les données ont fait l'objet d'une codification standardisée à travers toutes les organisations de mise en œuvre, le programme peut en outre estimer le coût par bénéficiaire de chacune des organisations et identifier ceux auxquels il faudrait appliquer des contrôles de gestion supplémentaires. Enfin, le huitième type de données est constitué des données provenant de sources externes au programme. Par exemple, une surveillance étatique, des recherches universitaires ou des enquêtes menées par d'autres institutions. Il peut s'avérer utile pour suivre les progrès ou mettre en avant les ajustements nécessaires pour le programme.
Prenez quelques minutes pour vérifier votre compréhension. Vrai ou faux? Les données relatives à des événements tels que la violence, qui surviennent de manière irrégulière et souvent rarement dans la vie des HSH, doivent être collectées régulièrement. La bonne réponse est vrai. Même en l'absence d'événements à rapporter, il est important de collecter ces informations afin de déterminer si des statistiques basses reflètent un nombre réduit d'événements ou si elles découlent d'une carence d'informations. Maintenant que nous avons examiné les 8 types de données utilisés dans les systèmes de données pour la gestion de programmes, nous allons passer à la troisième et dernière étape de la conception du programme, la planification et l'évaluation du programme. Un plan d'évaluation doit être mis en place au niveau du pays et des États-provinces pour évaluer la conformité du programme à son concept original et à l'impact prévu. Il est indispensable d'impliquer la communauté dans la conception de l'évaluation. Le cadre REM a défini 5 critères de qualité des interventions de santé permettant de guider les évaluations du programme. Les voici. Reach, portée. Proportion de la population cible ayant participé à l'intervention, appelée ici couverture. Efficacity, efficacité. Taux de succès du programme si l'intervention est mise en œuvre selon son concept original, mesuré par les efforts d'évaluation décrits ci-dessous. Adoption, adoption. Proportion des contextes adoptant les interventions. Implémentation, mise en œuvre. Mesure dans laquelle l'intervention est mise en œuvre telle que prévue, appelée ici conformité à la conception. Et enfin, maintenance, maintien, durabilité d'un programme dans le temps, appelée ici pérennité. Passons à présent à quelques questions clés à prendre en considération au moment de la conception de l'évaluation. Il convient d'identifier clairement l'objet et le destinataire de l'évaluation, ainsi que la part de certitude requise dans le constat des résultats et effets du programme. Ces niveaux de certitude ont été définis par les notions d'adéquation, de plausibilité et de probabilité. L'évaluation de l'adéquation examine le niveau de conformité de l'intervention avec le cadre logique du programme et détermine si les changements attendus se sont produits ou non. L'évaluation de la plausibilité se fonde sur la collecte de données permettant d'accroître la certitude que les changements observés sont attribuables au programme, généralement par la comparaison avec un groupe de contrôle. Dans le cas des programmes destinés aux hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes, on peut s'attendre à ce qu'il s'agisse d'un groupe de contrôle historique constitué en recueillant des données ex ante. L'évaluation de la probabilité examine le degré dans lequel l'intervention est responsable des changements observés. Elle se fonde sur la randomisation et s'avère dans la plupart des cas superflue. Le recoupement des données est réalisé au moyen d'enquêtes avant et après la participation au programme. Bien qu'il soit parfois compliqué d'obtenir des données avant la participation au programme lorsque l'on travaille dès le début avec une population HSH, il importe d'essayer d'obtenir ex ante des informations supplémentaires sur l'utilisation du préservatif et du lubrifiant, sur les comportements sexuels à risque et sur l'accessibilité et l'utilisation des services en soumettant des questionnaires d'adhésion, ou encore de recouper des données de suivi du programme avec des résultats d'enquête. Les enquêtes menées dans le cadre d'une évaluation doivent aussi souvent que possible permettre de valider d'autres données du programme. Et enfin, des activités de diffusion doivent avoir lieu à tous les niveaux de mise en œuvre, du niveau national au niveau local, y compris auprès des hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes. Ces activités permettent à ces derniers de s'approprier les résultats des programmes et de contribuer à leur amélioration. Avant de continuer, veuillez répondre aux questions présentées dans cette auto-évaluation de votre compréhension des informations présentées dans cette leçon. Pour rappel, au cours de cette leçon, nous avons examiné en détail les processus sous-tendant la planification et la mise en œuvre des programmes. Nous nous sommes concentrés sur l'importance des systèmes de gestion de données en vue d'une mise en œuvre fructueuse du programme et sur des moyens spécifiques d'utiliser les données à cette fin. Dans la seconde partie, nous poursuivrons notre exploration de la planification et de la mise en œuvre des programmes.